petit traité du racisme en Amérique, je voulais qu'il soit lu par des jeunes gens. Et je me suis dit, il fallait parler de ces écrivains, des chanteuses dont on entend moins parler. Certaines figures, parfois oubliées par l'histoire, sont pourtant pionnières en matière de lutte contre le racisme. En voici 3 marquantes pour l'écrivain et académicien Dany Laferrière. Bessie Smith, le blues pour chanter la peine. Ce qui est impressionnant dans la musique, dans le chant, dans la voix de Bessie Smith, c'est ce qu'elle ne dit pas, mais qu'on entend. Nobody knows you when you're down and out. J'étais à la sortie de l'adolescence à Port-au-Prince, quand j'ai entendu cette voix dans le salon, j'ai jamais eu une sensation pareille, d'avoir l'impression que cette femme avait le cœur lynché. Quand on pense aux chanteuses de blues américaines, on pense à Nina Simone, Billie Holiday ou Sarah Vaughan. Mais avant elle, Bessie Smith a marqué la musique de son empreinte. Cette orpheline du Tennessee s'est hissée jusqu'à la notoriété dans les années 1920. Bessie Smith est une chanteuse qu'on devrait connaître beaucoup plus. Et puisque cette femme a ouvert tous les chemins, elle a été homosexuelle dans les années 30, bisexuelle, et si l'on peut dire, c'était pas très bien vu. Elle a été une femme entrepreneur, elle a, disons, loué un train, elle a traversé les États-Unis pour faire une tournée avec 17 musiciens, pour chanter et devenir riche. Et c'était pas courant. Dans ses textes, elle décrit la misère, le sort des prisonniers. Plusieurs grandes artistes reprendront son héritage, par exemple Janis Joplin dans les années 60. Et cette même Janis Joplin, et qui voulant un peu régler sa dette à Bessie Smith, est allée là-bas, dans le Tennessee, pour trouver dans le cimetière une tombe sans pierre tombale, celle de Bessie Smith, et elle a fait mettre une pierre tombale avec cette inscription « Ici repose Bessie Smith, la plus grande chanteuse de blues du monde, ne cessera jamais de chanter ». Elle avait l'élégance de ne pas nous faire subir sa douleur, de souffrir même pour nous empêcher de penser à notre douleur. Eleanor Roosevelt, première dame engagée. Elle s'est engagée et est devenue la première femme de président à prendre part dans la vie politique durant le mandat de son mari. Un jour en particulier illustre l'engagement de l'épouse du président Franklin Delano Roosevelt. Ce jour-là, le 9 avril 1939, Marian Anderson, la contralto célèbre, a chanté au pied de la statue d'Abraham Lincoln à Washington, en présence de plus de 75 000 personnes, toutes classes et races confondues. C'est un événement extraordinaire puisque Marian Anderson est une femme noire. Alors il faut revenir en arrière. Quelques années plus tôt, Eleanor Roosevelt avait invité la chanteuse à se produire à la Maison-Blanche. Début 1939, Marian Anderson devait se produire au Constitution Hall, à Washington, la plus grande salle de la capitale. Mais c'est aussi le siège des filles de la Révolution américaine, un groupe d'influence dont fait partie la première dame. Ce groupe qui prend les femmes les plus importantes des États-Unis et les plus puissantes, blanches naturellement, ces femmes-là pouvaient faire perdre une élection à un président américain. Comme la ségrégation est en vigueur, les filles de la Révolution interdisent à la chanteuse de s'y produire. Donc Eleanor Roosevelt, ayant appris cela, a démissionné des daughters, mettant peut-être en difficulté la réélection de son mari, et elle a demandé à Marian Anderson de venir chanter au pied de la statue d'Abraham Lincoln, qui est un honneur absolument incroyable. Bien plus tard, Martin Luther King fera son grand discours dans cette même disposition. Eleanor Roosevelt sort de son rôle protocolaire et souffle des décisions à l'oreille du président. Elle est aussi membre de la NAACP, la fameuse organisation de défense des droits civiques. La photo de Eleanor Roosevelt est entrée ainsi dans toutes les maisons des Noirs américains. Frederick Douglass, l'esclave devenu orateur. Né sur une plantation du Maryland, Frederick Douglass est envoyé à 8 ans dans une famille à Baltimore, où la maîtresse de maison n'est pas une esclavagiste. Elle a entrepris de lui apprendre à lire et à écrire, et un jour, son mari arrive et, sur le fait, découvre cela et lui dit que ne faites jamais ça, cet enfant, ce petit esclave minuscule, malingue, souffreteux, c'est notre richesse. Quand les Noirs sauront lire, ils vont se révolter. Frederick Douglass a entendu ça, il s'est dit, ah, lire, écrire, c'est la chose la plus subversive. Alors il recopie des livres en cachette, devient ami avec des garçons blancs et leur échange du pain contre des conseils pour apprendre à lire.
À 20 ans, il s'évade, direction le nord, New York. Il adopte son nom, Douglas, et milite pour l'abolition et l'égalité en droit. Son autobiographie, qu'il publie en 1845, devient un best-seller parce qu'il est rare qu'un ancien esclave retrace sa vie par écrit. Mémoire d'un esclave s'est retrouvé sur la table de chevet dans les maisons de non seulement des esclaves ou des anciens esclaves, mais aussi de tous ceux qui sont les abolitionnistes. Sa notoriété nouvelle l'oblige à s'exiler un temps en Europe, avant de revenir et de fonder un hebdomadaire pour faire valoir ses engagements. Son aura lui vaut de devenir diplomate à la fin de sa vie, en Haïti. Il défend d'ailleurs l'indépendance de ce pays, dans un discours marquant à l'Exposition universelle de Chicago en 1893. Et Frederick Douglass est devenu le plus grand orateur du 19e siècle américain et, ce qui est étonnant, l'homme le plus photographié de son époque. Pour Dany Laferrière, se souvenir de ces figures pas forcément en première page des livres d'histoire, c'est donner de la profondeur à la mémoire. J'avais remarqué que les jeunes gens s'arrêtaient un peu trop tôt dans cet exercice de remémoration. Je voulais leur donner d'autres noms, d'autres repères. Tout le monde a droit à ce patrimoine.